Attention, ce balado traite de suicide et d'éléments pouvant choquer certains auditeurs. Nous préférons vous en avertir. Un balado Radio-Canada audio. Nelson, on s'est rencontrés, j'étais en secondaire 5, on est allés au bal ensemble. Il aime pas ça quand je raconte ces affaires-là. Pourquoi il aimait pas ça? On s'achalait tout le temps, là. C'est ça, on se disait qu'on était tannante, là. Puis moi, j'avais le gros kick dessus, là, quand on est allés au bal ensemble, là. Écoute, il était beau comme un cœur, Nelson, là, tu sais. Il avait l'air d'un mannequin, là. On va se dire les vraies affaires, là. C'était... Faudrait que je te montre nos photos quand on est allé au bal. Mais... Elle, c'est Roselyne, une amie très proche de Nelson pendant toute sa vie. Elle pense encore à lui très souvent, aux années qu'ils ont passées ensemble, aux confidences qui se sont faites, mais aussi à son décès. Elle admet d'emblée que sa mort n'a pas beaucoup de sens pour elle, encore aujourd'hui. Nelson, c'était pas quelqu'un de déprimé. Comme, il a vécu des affaires difficiles dans sa vie comme tout le monde, mais il restait pas accroché à ces affaires-là, là. Je pense pas que c'est quelqu'un qui aurait été propice à faire une dépression dans sa vie. Ça faisait pas partie de sa personnalité. À la fin du dernier épisode, un membre de la famille de Nelson m'a dit que je devrais pas trop me fier sur ce qui avait été rapporté dans les médias, que la réalité était très différente de ce qu'on a su. C'était extrêmement mystérieux, là. Puis j'espérais que les amis de Nelson m'aident à voir plus clair là-dedans. Mais finalement, les questionnements se sont juste accumulés. C'est sûr que quand moi j'ai appris la nouvelle qu'il s'était enlevé la vie, j'ai essayé de faire du sens à tout ça, là. Mais il n'y a jamais vraiment eu de sens à tout ça. Tu sais, je me suis dit, bon, est-ce que ça peut être pendant une cérémonie parce qu'il voulait vraiment se libérer de quelque chose? Est-ce qu'il peut s'être poignardé pour comme... en étant dans un état autre, puis de se dire, ben, il faut que je me libère de tout ça? C'était la seule manière que je pouvais expliquer ça. Je m'appelle Olivier Bernard et vous écoutez Dérive Ayahuasca. Épisode 2. Nelson. Mon plan initial, ça a été de contacter plein d'amis de Nelson pour essayer d'en savoir plus sur lui, sur sa personnalité, ses aspirations et puis ses expériences avec l'ayahuasca. C'est important si on veut pouvoir faire la lumière sur ce qui s'est passé au Pérou. Mais le problème, c'est que j'avais aucun contact, aucun nom. Tout ce que je pouvais faire, c'était de me promener sur sa page Facebook, qui est toujours active, et de noter qui aimait ses commentaires ou ses statuts en général, et puis de leur écrire. Je vous cacherai pas que ça me crée un certain malaise de faire ça. Ces gens-là n'ont rien demandé, donc j'ai peur de les déranger ou même de leur faire de la peine. Donc, l'approche doit être super douce. Il faut prendre contact, se parler un peu par écrit ou verbalement, répondre à des questions, des inquiétudes. Bref, j'ai tout de suite su que ça serait très long, que l'information arriverait au compte-gouttes et que rien n'était gagné d'avance. En fait, je dois vous faire une petite confession. J'ai failli abandonner au début, après plusieurs semaines particulièrement difficiles où j'arrivais à établir aucun contact. J'ai même commencé à travailler sur d'autres sujets potentiels pour Dérive. Mais à chaque fois, je revenais à Nelson. J'étais comme incapable de laisser aller, comme si cette histoire-là revenait toujours me hanter. C'est au fil de toute cette réflexion-là que j'ai éventuellement rencontré Roselyne et ensuite Pascal. On s'est rencontrés à la fin du secondaire, donc on avait 17 ans. Ça devait faire 15 ans qu'on se connaissait. Quand je lui ai écrit pour la première fois, elle m'a dit qu'elle avait pleuré en lisant mon message et aussi en me répondant. Ce que j'ai vite compris en lui parlant à elle et à Roselyne, c'est que, OK, Nelson, c'était un ami d'enfance dans les deux cas, mais c'est aussi quelqu'un qui a profondément marqué leur vie. En fait, Nelson, les gens qui l'ont connu, on a tous des histoires mémorables. Chaque moment avec Nelson était mémorable. Nelson, ou Nel pour la plupart de ses amis, a grandi à Sacré-Cœur, un petit village près de Tadoussac.
Après avoir terminé son secondaire en 2003, il s'est installé dans la ville de Québec pour aller au cégep, puis à l'université, où il a étudié en actuariat. On était toujours ensemble, on a traîné toute l'université ensemble. Je connaissais toute ma gang de géographie, je connaissais toute sa gang d'actuariat. Vous étiez des amis proches, est-ce que tu dirais ça comme ça? Ouais. Mais étrangement, c'est que géographiquement, on n'a pratiquement jamais été au même endroit en même temps. Bon, parlant de ça, là, un autre de mes plans initiaux, c'était de me faire un timeline de la vie de Nelson. Ça rend tout le reste de la démarche beaucoup plus facile. Mais dans ce cas-ci, ça a été vraiment difficile parce que son parcours a rien d'une ligne droite. Après lui, il déménageait à Calgary, après il déménageait à Vancouver pendant que moi j'habitais à Vancouver. Pendant que j'habitais là, lui il est parti vivre au Mexique comme pendant 1 année, je crois. C'est ça, je te dis, c'est comme une histoire de géographie, genre sans fin. Ça, c'est un aspect fondamental de la vie de Nelson. C'était un nomade dans l'âme. Même s'il avait seulement 33 ans au moment de son décès, il avait vu et vécu énormément de choses. C'est un peu l'expression partir sur une gosse, tu sais, on planifiait rien et tout. Du jour au lendemain, on achetait un billet, pouf, on partait, tu sais, c'était comme ça. Il suivait son instinct, il avait envie de quelque chose, il partait, il le faisait, puis sans contrainte, tu sais, il a déménagé 1 million de fois, il a changé d'appartement probablement plus que n'importe qui, mais ça le dérangeait pas, tu sais, le changement, c'était pas... c'est quelque chose qu'il aimait, en fait, plutôt que quelque chose qu'il craignait. Quand j'ai demandé autant à Pascal qu'à Roselyne de me décrire la personnalité de Nelson, leur réponse était pratiquement identique. C'était quelqu'un de très positif puis jovial. Il était pas stressé, mais pas pantoute. Mais je sais pas s'il était stressé à l'intérieur, mais il le montrait jamais, là. C'était jamais grave, il y avait jamais de problème. C'est drôle parce que des fois, quand je vis des périodes plus difficiles, j'essaie de me dire qu'est-ce que Nelson il dirait à ce moment-là. Toujours de bonne humeur. Pour vrai, tout le monde l'aimait. Tu le rencontrais 1 seconde plus tard, c'était ton ami, il était fin, c'est quelqu'un à l'écoute, c'est un gars super ouvert. Je sais pas, c'est genre l'ami parfait. Ouais. Nelson a complété son baccalauréat en actuariat autour de l'année 2010. Un actuaire, c'est le ou la spécialiste des calculs de probabilité dans le monde des finances et des assurances. C'est des mathématiques, là, vraiment intenses. D'ailleurs, je me souviens que quand j'étais moi-même à l'université, une blague récurrente quand on trouvait nos cours difficiles, c'est qu'on se disait « au moins, on n'étudie pas en actuariat ». C'était un génie, là, tu sais, il était tellement intelligent. Pour lui, c'était niaiseux, là, c'était des mathématiques, là, c'était tellement facile. Actuariat, là, c'est supposé être le programme le plus difficile à l'université, là. C'est ça la réputation. Mais non, mais tu sais, quand j'y parlais, je dis oui, mais ça doit être difficile quand même un peu. Il dit ouais, c'est sûr là, que c'est un peu difficile, là, mais tu sais, c'est. Tu sais, c'était pas. Nelson, il se stressait pas avec ce genre d'affaires-là. Là. Nelson avait une carrière toute dessinée devant lui. Les actuaires sont en très, très forte demande et c'est un métier vraiment payant, associé à un certain prestige. Mais ce que j'ai compris, c'est que pour Nelson, tout ça n'avait pas tant d'importance finalement. Il vivait très simplement, il n'avait pas besoin de matériel, il n'y avait pas... tu sais, je veux dire, Nelson, je l'ai jamais vu avec une télé, là, tu sais. Tout rentrait quasiment dans ses valises, puis lui, s'il décidait qu'il déménageait, il vendait ses affaires, puis il s'en allait avec ses 2 valises. Nelson a éventuellement travaillé dans une grande firme d'actuariat à Toronto en 2012. Il avait environ 25 ans à ce moment-là. Mais il avait confié à ses amis qu'il ne se sentait pas à sa place. Mais il était un peu malheureux, en fait. Il a jamais aimé, en fait, sa carrière là-dedans. Tu sais, il cherchait toujours un sideline. Je pense que lui, c'est quelqu'un qui avait besoin de contact humain puis de prendre soin des autres. Il était toujours dans des plans hauts qui revenaient vers l'être humain, en fait. Après environ 2 ans, c'est là que la vie de Nelson a fait un 180 degrés. Il a abandonné son travail d'actuaire et il a débuté une formation dans une école de médecine traditionnelle chinoise. Des cours qui servent à devenir acupuncteur ou herboriste. Je sais même pas c'est quoi qui l'a amené à choisir la médecine chinoise. Ouais, c'était ça ma question. Comment est venu le switch à un moment donné, tu sais? Je sais qu'à un moment donné, il m'a dit « Ah, je suis tannée, nanana. » Puis je m'en vais étudier la médecine chinoise. Ça, je me souviens, c'était quelque chose qui l'intéressait beaucoup. Les vieilles médecines, si on veut, les médecines plus ancestrales. Ce que j'ai compris finalement, c'est que ce côté-là de lui avait toujours été un peu présent, en fait. Dans ses nombreux voyages,
Nelson avait développé un intérêt pour les médecines traditionnelles et il avait rapidement multiplié les expériences dans ce sens-là. En Thaïlande, il avait appris à pratiquer le massage thaï. D'ailleurs, c'est comme massothérapeute qu'il travaillait pendant ses études à Toronto. Quand il était à Vancouver, c'était genre le qigong, puis l'acupuncture, puis il était parti à un moment donné, je me rappelle, en Inde, il a fait comme 3-4 semaines de, je me souviens plus comment ils appellent ça, mais des genres de... Une retraite, ouais. Une retraite de yoga, c'est ça. Une retraite avec, je sais pas si c'était une retraite ou avec un chaman en Indonésie aussi. À un certain moment, Nelson a commencé à voir cette nouvelle passion-là comme un travail potentiel, ou du moins un sideline, comme Pascal disait plus tôt. Je me souviens, il y avait un trip d'herbe, il voulait se partir son site web il s'était parti un site web pour faire des capsules d'herbe. Puis il me disait « Oh, prends ça, nanana, ça va t'aider pour telle affaire. » Puis « Oh, là, faudrait que t'évites la cannelle pour telle raison. » Puis, la cannelle! Ouais. Fait qu'il y avait ces petits sachets de poudre. Tu sais, Nelson, il y avait pas de divan, il y avait pas de TV, il y avait pas de table de cuisine quand il est arrivé. Mais il y avait ces sachets d'herbe avec ces petites capsules végétales. Puis il voulait se partir sa compagnie de distribution d'herbe, là. Les voyages de Nelson allaient éventuellement l'amener au Pérou et à l'ayahuasca. Lui, il voulait aller dans la jungle, tu sais, il était wild, là, tu sais, il essayait des affaires. Est-ce que tu sais à quel moment il a commencé à s'intéresser à l'ayahuasca? Est-ce qu'il t'en a parlé? Au courant des études, je sais pas comment il en est venu à en entendre parler de l'ayahuasca, mais il a commencé à s'intéresser à ça. Roselyne a étudié pour devenir acupunctrice elle aussi, donc elle connaît bien ce type de cheminement-là. Tu sais, quand on est dans le milieu des médecines naturelles, que ce soit la naturopathie, l'homéopathie, l'acupuncture, la médecine chinoise, whatever, tu sais, on est ouvert là, à toutes les sortes de médecines, puis on est curieux. Fait que à un moment donné, il est tombé probablement là-dessus. Puis je pense que c'était le côté Nelson qui était toujours à la recherche de la pureté. La pureté. J'ai accroché sur ce mot-là parce que je l'avais déjà entendu ailleurs. Je vous explique. Comme je mentionnais dans l'épisode précédent, moi, j'arrive pas à comprendre ce que les gens veulent aller chercher dans l'ayahuasca et dans les expériences du genre. Donc, rapidement dans ma recherche, j'ai essayé de trouver des spécialistes qui pourraient m'aider à élargir mes horizons à ce niveau-là. Mais il n'y a pas si longtemps, des centaines de milliers de jeunes allaient au Laos. Il y avait une petite ville au Laos où on pouvait facilement consommer de l'opium. Denis Jeffrey est professeur à la Faculté de l'éducation de l'Université Laval. Il s'intéresse aux rites de passage chez les jeunes et les jeunes adultes. Au départ, je l'ai contacté simplement pour mieux comprendre d'où vient le désir des gens de faire les fameux rituels, mais finalement, ça a été éclairant sur pas mal plus que ça, incluant sur Nelson. Que ce soit des expériences de drogue, tu sais, le backpacker qui part à l'extérieur, on trouvait que c'était quelque doux. Maintenant, bon, ça change, ça, ils vont au Pérou, au Mexique, ils vont un peu partout. Donc, c'est pourquoi il y a toujours une quête de quelque chose, mais c'est toujours le même paradis qu'on cherche, tu sais. Donc, cette espèce de quête d'un paradis, d'une pureté, de quelque chose qui n'est pas ailleurs. Fait intéressant, Denis Jeffrey voit un certain lien entre les rituels comme l'ayahuasca, qui testent les limites des participants, et certains rites de passage dans des tribus ou des sociétés traditionnelles. Est-ce que c'est des expériences qui leur permettent de passer à une nouvelle identité? Parce que le rite de passage dans les sociétés traditionnelles, c'est ça le grand but, c'est qu'on prend un jeune et puis on va lui faire passer différentes épreuves pour le transformer, pour l'amener à être adulte. Les épreuves, qui sont des épreuves tout symboliques, mais souvent physiques, psychologiques, ont surtout comme but de mettre à l'épreuve son courage. Tu sais, il faut qu'il ait le courage, tu sais, de supporter ça. C'est intéressant parce que j'avais lu ça que... Justement, tu sais, la recherche d'expériences intenses, extrêmes même, ça peut s'inscrire dans un peu le manque de stimulation là, dans une
une société où on est un peu surprotégé. On n'a plus ce rite de passage-là, etc. Donc, peut-être qu'on va le chercher un peu plus tard, quand on est jeune adulte. Ou, Oui, parce que les backpackers, c'est quoi? Souvent, c'est plus du 20-35 ans. Hein? Parce que souvent, c'est des étudiants. Puis, il faut dire que le monde des études aussi prolonge amplement l'adolescence. Adolescence, c'est un mot qui veut dire être en train de grandir, hein, tout simplement. Donc, on peut être en train de grandir longtemps parce que il n'y a pas d'âge de maturité biologique. C'est toujours un âge social. Il y a des sociétés, c'est 13 ans, d'autres, ça peut être 40 ans. À un moment donné, la société décide, bon, ben là, tu es rendu un adulte, puis tu vas te comporter comme un adulte, et point, c'est tout. Mais il y a un phénomène chez l'être humain, chez l'animal humain, qui fait en sorte qu'on peut rester des éternels adolescents. Tu sais, on va jamais se voir comme des adultes. La maturité, le devenir adulte, c'est quelque chose de social. C'est pas naturel. C'est pas naturellement qu'on veut être un adulte. Personne ne veut être un adulte. J'ai l'impression que Nelson avait un peu ce côté-là, comme beaucoup de jeunes adultes. Le désir de ne pas avoir trop de responsabilités, de rester libre, de ne pas avoir son chemin déjà fixé devant lui. Et ça, je peux le comprendre. Encore aujourd'hui, ça m'arrive souvent de parler de certaines personnes comme des adultes alors qu'ils ont, 5-10 ans de plus que moi. Un rite de passage clair, j'en ai jamais eu un. En tout cas, je pense pas. Bref, je me demande si l'ayahuasca joue ce rôle-là pour certaines personnes. Nous, dans nos sociétés occidentales, modernes, je suis sûr qu'il y en a des rites de passage, mais évidemment, c'est pas des rites sacrés. On n'est pas amené à avoir des expériences extrêmes. Donc, est-ce que ça se pourrait que dans ce genre d'expérience-là, il y a peut-être un désir d'aller vivre ces rites-là auxquels on n'a pas accès ici? Ou... Ouais. Vu que les expériences autrefois de rites sont toujours organisées par des aînés, ils sont hyper encadrés. C'est sûr que ça va bien se passer, alors que quand on le fait par soi-même, il y a toujours quelque chose de dangereux. En guise d'exemple, il m'a parlé de Crazy, le film québécois de 2005 de Jean-Marc Vallée. Passez dans le coin. Oh mon Dieu, t'as bien changé. Qu'est-ce que tu fais dans tes cheveux? Crazy, il y avait un personnage qui s'appelle Zach. Donc, tu sais, à un moment donné, Zach est sur cheminement un peu initiatique, il se cherche. Tu sais, il est peut-être gay, il ne sait pas encore, mais il pense qu'il l'est. Il n'est pas à l'aise avec lui-même. Donc là, il y a une expérience ordalique qu'on appelle. Expérience ordalique. J'avais jamais entendu cette expression-là. J'ai pas mal lu là-dessus et ça vient du Moyen Âge. À l'époque, il existait un type de procès à caractère religieux, les procès par ordalie. Pour savoir si une personne était coupable, on lui plaçait un morceau de métal chauffé à blanc dans la main. Ou encore, on lui plongeait un bras dans un chaudron d'eau bouillante. Si la plaie guérissait dans les jours suivants, la personne était jugée innocente. Mais si la plaie s'infectait ou cicatrisait pas bien, la personne était jugée coupable. Ça supposait qu'elle était impure ou même possédée par des démons. L'expression « épreuve ordalique » est encore utilisée de nos jours, mais plutôt pour décrire des pratiques dangereuses qui sont faites dans le but de se prouver quelque chose à soi-même. Donc, Zach, il saute sur son petit scooter et puis il est arrêté à un feu de circulation, un feu rouge. Puis là, il se dit ça y est, j'essaie de passer. Si il y a un auto qui arrive qui me renverse, ben tant pis pour moi, mais si ça marche, ben ça y est, je suis sauvé de quelque chose. Donc, il le fait, puis finalement, il se ramasse à l'hôpital. Il s'est fait blesser. Mais il apprend quand même de cette expérience-là. Donc, c'est ce type d'expérience qui donne un peu de valeur à ce que tu es, à ce que tu fais, qui te permet d'avoir une certaine connaissance de toi. Donc, cette quête d'excitation, d'expériences qui sont un peu extatiques, qui sont très excessives, ben, c'est toujours des quêtes de sens. Je le vois tout le temps comme ça. T'sais, si je passe à travers l'épreuve de l'expérience, ça veut dire que ma vie peut avoir un sens.
Cette discussion-là avec Denis Jeffrey me fait penser à une image qu'on nous envoie souvent dans les médias et dans la fiction. C'est l'idée que la jeunesse, la vraie jeunesse, ça implique de faire des expériences de drogue. Quand des jeunes prennent de la drogue dans un film, par exemple, on va lire que c'est criant de vérité. Et puis, c'est sûrement vrai pour plein de gens, mais moi, ça n'a pas été ça, puis pour beaucoup de mes amis non plus. Ça vient aussi avec le sous-entendu que si un jeune a fait ses tripes, mais qui est ensuite devenu un adulte sain, ben, ça donne une personne plus forte, qui a du vécu. Le jeune a complété son rite de passage vers l'âge adulte. Je me souviens que quand j'étais adolescent, je regardais ceux qui avaient leurs premières expériences avec l'alcool puis les drogues, alors que moi, j'étais pas rendu là. Puis, je pouvais pas m'empêcher de les trouver cool. OK, désolé de vous embêter avec mes réflexions, là, mais c'est juste que je me demande si cette image-là, la vision un peu idéalisée des expériences de drogue, ça peut contribuer à l'attrait pour l'ayahuasca chez les jeunes adultes ou plus tard dans la vie. C'est un rituel où il faut affronter les hallucinations, vaincre ses démons, vomir, passer à travers les cérémonies et puis éventuellement t'en ressors grandi. Ce qui t'a pas tué t'a rendu plus fort. Tu sais, le goût de vivre, je dirais, dans sa version la plus puissante, là, la plus intense, peut nous amener jusque dans la mort. Mais c'est toujours du désir de vie, du goût de vivre, mais intensément. Mais j'ai toujours mis un petit bémol là-dessus, parce que je ne pense pas que le sens à la vie vient comme ça. Pour moi, le sens à la vie vient toujours dans l'histoire qu'on raconte de ce qu'on a vécu. Par exemple, tu as fait une expérience auprès d'un chaman, tu as pris des drogues, tu as vécu des extases, tu as vomi pendant 3 jours, tu as quasiment touché la mort. Mais c'est pas le fait de le vivre, c'est parce qu'il raconte. C'est le fait de le raconter qui est important. Après sa première expérience d'ayahuasca, Nelson avait raconté à Roselyne ce qu'il avait vécu. Il me l'avait dit, comment il était vraiment emballé, puis en même temps, il était stressé. Tu vois, c'est pas quelqu'un qui se stressait avec grand-chose, mais ça le stressait quand même. Quand il est revenu, il dit « Là, Roselyne, faut qu'on se parle, c'est passé des choses. » Il parlait comme ça. « Faut que je te raconte, là, j'ai libéré. » Tu dis, il t'a appelé, puis il t'a dit « J'ai libéré. » Il avait libéré quelque chose? Tu sais, on a tous du bagage émotif, puis on a tous du bagage aussi qui ne nous appartient pas, moi, je pense. Je pense que Nelson, il croyait à ça aussi. Fait que tout ce qui appartenait pas, il voulait s'en dégager de ça, puis être bien mentalement, tu sais, être à son... Vraiment, là, son optimisation au niveau mental, spirituel, émotionnel, physique. C'était vraiment, je vais faire de l'ayahuasca parce que je sens que je suis pas 100% pure. C'est vraiment ça, il voulait être pur. C'était sa recherche, c'était sa quête. Donc, même si Nelson semblait super heureux, qu'il avait changé de carrière pour être plus aligné avec ses passions, ben, il ressentait quand même qu'il devait se libérer de quelque chose. Mais de quoi? Tu sais, tu dis qu'il voulait peut-être s'enlever certaines énergies négatives ou des choses comme ça. Est-ce que tu as une idée de qu'est-ce que ça pouvait être? Non, Nelson était très, très secret pour ces affaires-là. Je sais que ça a été difficile pour lui de s'avouer son homosexualité. Il voulait pas... Il savait, là, on en a parlé, il voulait pas... Selon Roselyne, Nelson avait eu de la difficulté à accepter qu'il était gay. Pascal aussi m'en a parlé de ça. Je me rappellerai toujours, il revenait du Mexique, en fait, parce qu'il s'était fait un copain là-bas. Puis il me dit « Assis-toi bien, j'ai quelque chose à te dire et tout. » Puis j'y avais répondu « Je le sais ce que tu vas me dire. » Puis il avait rigolé, il a dit « T'es ça? » Je disais « Ouais, t'es homosexuel? » Il fait « Ouais, c'est ça, tu savais. » Puis j'étais comme « Oui. » Je sais pas pourquoi, on n'en avait jamais parlé pour ça, on n'avait jamais abordé le sujet, mais je pense qu'il savait très très jeune en plus. Il m'a parlé quelque chose comme 12 ans ou quelque chose comme ça. Puis je pense que c'est un pas que tu portes quand tu viens d'un petit village aussi. C'est vraiment un Sacré-Cœur, c'est petit chez tout petit. Là, je suis déjà allé, c'est petit. C'est difficile de venir d'un plus petit endroit, là, tu sais. Quand j'ai appris que Nelson était gay, j'avais pas l'intention de mettre l'accent là-dessus dans le balado. Ben, en fait, je pensais même pas en parler. Pas que c'était un secret, hein? Nelson cachait pas du tout son homosexualité, mais je voyais pas la nécessité de mentionner son orientation sexuelle. Sauf que, pour lui, ça semble avoir été une difficulté importante dans sa vie. Puis, je peux pas comprendre ce que c'est parce que je l'ai jamais vécu.
il a pas perdu d'amis, il y a personne qui a été comme négatif, mean envers lui. Sa mère a toujours dit, moi, je suis des enfants homosexuels, je vais être super contente. Fait que, tu sais, il y avait un milieu qui était propice à ça, qui était parfait, tu sais. Mais des fois, j'imagine qu'il y a un cheminement intérieur qui est quand même difficile. Quand même, oui. Ça doit pas être facile, là. Je peux pas imaginer ce que c'est de... Fait que peut-être, je pense que ça fait partie peut-être de son départ de quête, de se sentir mieux aussi, tu sais, d'avoir porté pendant toutes ces années-là un secret. Ça semble aussi avoir joué un rôle dans sa démarche avec l'ayahuasca. Autant Roselyne que Pascal m'ont dit que, selon elle, l'ayahuasca avait permis à Nelson d'aller se libérer jusqu'à un certain point de ce secret-là qu'il avait dû garder longtemps. Comme dans le cas de Zach dans Crazy, c'est quelqu'un qui cherche à sortir du placard, tout simplement. Il cherche à affirmer son identité. Il n'arrive pas à l'affirmer. Et puis, bon, il passe par toutes sortes de rituels initiatiques pour finir par dire, bon, OK, voilà, je suis gay, puis point, c'est tout. Mais cette transformation de soi, l'acceptation de soi, l'amène, tu sais, dans différents territoires initiatiques. Il aurait pu aller dans un truc comme ça aussi, prendre des drogues, toucher la mort, parce qu'il y a quelque chose en lui, tu sais, qui est un impossible à dire. C'est spécial que vous mentionniez ça parce que le cas qui m'intéresse particulièrement, c'est un jeune homme, là, début trentaine, qui est gay, puis que ça a été difficile pour lui de s'accepter. Puis la première fois qu'il a comme été capable de sortir ça de lui, c'est quand il a été faire de l'ayahuasca. C'est drôle parce que je pense que souvent, beaucoup de gays doivent passer par des épreuves externes comme ça avant de s'accepter. Même si on dit, tu sais, choisis ta vie, construis ton propre destin. Mais dans la vie de tous les jours, il y a du normatif, puis il y a de la contrainte, puis il y a plein de gens autour de toi qui te disent, voilà, il faut que tu sois comme ça, comme ça, comme ça. Puis si tu es un petit peu dans la marge, on va se foutre de ta gueule, tu vas passer pour un faible, ou sinon, ils sont violentés, ils sont méprisés. C'est qu'en général, tu sais, les jeunes qui sont dans la marge, ils font attention pour se protéger, évidemment, mais si tu veux accepter le fait que, je sais pas, t'es trans, t'es gay ou t'as un désir qui est pas comme celui de toutes les autres, comment tu peux l'accepter? Au final, ce que j'ai compris à travers mes entrevues, c'est que Nelson voyait l'ayahuasca comme une voie d'épanouissement personnel, mais aussi de guérison, autant pour les autres que pour lui-même. Pour moi, l'ayahuasca, pour Nelson, c'était l'équivalent de ces petites pilules d'herbe de médecine chinoise, c'était l'équivalent de ces massages thaïs, c'était juste une autre source de traitement, en fait. En fait, il aspirait à être bien. Je pense qu'il aspirait juste à lui être bien, puis faire du bien aux autres. Je pense que c'est ce qu'il cherchait toute sa vie, en fait. C'est comme une quête de sa quête du bonheur à lui. Tu sais, ça... Mais c'était un peu plus que ça, en fait. Nelson voulait faire quelque chose avec l'ayahuasca éventuellement. Peut-être même un métier. Mais Nelson, il voulait être un healer. Il voulait être un guérisseur. Puis ça, il t'en avait parlé, autrement dit, de cette aspiration-là de devenir un healer ou un guérisseur. Il utilisait ce genre de mots-là, autrement dit? Oui. Je me souviens qu'il m'a parlé à un moment donné qu'il aurait aimé ça être un chaman. C'était là qu'il s'en allait, je pense. Dans sa tête à lui, là. Cette quête-là, d'acquérir plein d'outils pour devenir le meilleur guérisseur possible, a amené Nelson à devenir facilitateur dans un centre d'ayahuasca au Pérou, celui où il est finalement décédé. Mais ce que j'ai appris, c'est que c'était pas sa première visite là-bas. En fait, il était déjà allé dans ce même centre-là environ 2 ans plus tôt, mais comme client. Au Pérou, il était comme guide, un peu? Il a été 2 fois. La première fois, il a été en tant que client. Puis la deuxième fois, il était accompagnateur. Je crois qu'il accompagnait les gens qui vivaient l'ayahuasca pour la première fois. Et la fois où il en est décédé, en fait, il était guide. Mais es-tu en train de me dire que c'était la première fois qu'il y allait comme guide, le voyage final? Oui, c'est la première expérience de guide. Comment tu l'as appris, son décès? J'ai d'abord appris l'accident parce qu'il n'est pas décédé d'un coup là, comme ça. Là. Il y avait une mention de ça dans l'article du journal péruvien.
que Nelson était décédé après plusieurs jours à l'hôpital en avril 2019. Ce que Roselyne m'a expliqué, c'est que la mère de Nelson a été mise au courant et qu'elle s'est rendue sur place. Donc, c'est elle qui a avisé la famille et les amis. Donc, le 1er avril, elle m'a écrit puis elle m'a demandé est-ce que tu sais où on pourrait trouver la carte d'assurance maladie de Nelson? Il y a eu un accident au Pérou, il est entre la vie puis la mort, puis on veut le ramener. Fait que ça nous prend ça. Fait que là... Nelson a pu recevoir tous les soins possibles là-bas, mais les médecins n'ont pas pu le sauver. Le 6 avril, c'était un samedi, j'étais au travail à ce moment-là. J'ai reçu un texto qui me disait c'est fini, c'est une mort cérébrale, puis ils vont le débrancher ce soir. Fait que j'ai j'ai pris un break, je suis sortie prendre une marche. Puis je me suis acheté une plante. Comment on appelle ça? Un money tree. Puis il est beau. tu peux pas t'en débarrasser, c'est sûr. Hein? Ben non. Fait que ça a été ça. Roselyne ne connaît pas les détails de ce qui s'est passé ensuite. Ses prochains souvenirs, c'est aux funérailles de Nelson. On a fait vraiment une belle cérémonie, là. On a tous partagé des souvenirs, là, puis on a joué du tambour. Nelson aimait le tambour, puis on a joué de la flûte, puis... genre d'affaires de cérémonie, là, que le monde peut bien se passer ce qu'ils voudront, là. Oh mon Dieu, ils sont weird, mais qui font du bien à l'âme. J'arrive à un stade où je peux résumer ce que je comprends de la démarche de Nelson. Sous toute réserve, évidemment, là, c'est selon ce que je sais jusqu'à maintenant. Premièrement, il aurait pu avoir une carrière d'actuaire super confortable, super payante. Sa décision de tout abandonner et d'aller étudier les soins de santé traditionnels, c'est sûr que ça peut être difficile à comprendre, vu de l'extérieur. Ça peut sembler risqué ou même irrationnel, mais j'ai l'impression que ça arrive à de plus en plus de jeunes adultes de vivre ça. Quand ils arrivent dans un milieu de travail plus conventionnel, plus standardisé, le choc des valeurs est trop grand, la vie va trop vite et ils se reconnaissent pas dans ce monde-là. Donc, plusieurs sont prêts à suivre leur passion, même si ça implique de tout recommencer. Bref, on peut comprendre ça ou pas, mais il faut quand même admettre que ça prend du courage pour faire ça. Nelson, c'était aussi un gars extrêmement intelligent. Je sens que c'est important de le souligner parce que dans mes recherches, je suis tombé sur des tonnes de commentaires sur les réseaux sociaux à propos de son décès. Par exemple, quand le site web Narcity a publié la nouvelle sur Facebook, ça a généré plus de 2600 commentaires. Et plusieurs m'ont mis vraiment mal à l'aise. Du genre, un autre touriste qui est allé faire quelque chose de dangereux sans s'être informé. OK, soyons clairs, là, Nelson n'est pas allé au Pérou par hasard ou sur un coup de tête. Son changement de carrière majeur démontre encore là à quel point il était investi là-dedans. Il avait déjà participé à des cérémonies d'ayahuasca avant son décès. Je ne sais pas à quel point, par contre, je manque encore d'informations là-dessus, mais forcément qu'il avait gagné une bonne expérience vu qu'il était rendu guide. Sa nouvelle voix semblait le rendre heureux aussi, selon ses amis. Ici, tout va très bien. J'aime vraiment la vie. Je l'aimais avant, mais là, je l'aime encore tellement plus. J'adore tellement ça. C'est comme être payé pour s'amuser et aider les gens à bien se sentir. Tu sais, juste la façon qu'il écrivait, tu sentais son enthousiasme 100 000 à l'heure. Donc, c'est sûr que quand on pense à la façon dont il est décédé, ça concorde pas avec tout le reste. En temps normal, là, dans la vie quotidienne, Nelson, c'est pas quelqu'un qui aimait pas du tout de pensée suicidaire. Nelson, en fait, c'était quelqu'un qui aimait la vie, là. Il se levait le matin, puis « Ah, c'est beau la vie! » Puis « Ah, il fait beau soleil! » Puis tu sais, c'était pas quelqu'un qui était dépressif s'il était tout seul. C'était pas quelqu'un... C'était pas quelqu'un de suicidaire. En même temps, Nelson partageait pas tout avec ses amis. Ça, elle le savait. Nelson, il parlait rarement de ces choses-là. Tu sais, c'était quelqu'un de très secret. Gardait ses... Tu sais, il se dérangeait pas les gens avec ses problèmes, là.
t'sais. Il semblait aussi répéter souvent qu'il n'était pas complètement pur, qu'il devait s'optimiser, se débarrasser d'un certain bagage, se libérer de quelque chose. Donc, c'est pas complètement fou de penser qu'il y avait peut-être une certaine détresse qu'il ne montrait pas à ses amis. Est-ce que c'était en lien avec son homosexualité qu'il avait eu de la difficulté à accepter? Ou est-ce qu'il y avait plus que ça? Il y a une information que je ne vous ai pas encore partagée. En me promenant sur la page Facebook de Nelson, j'avais lu un statut daté du 1er juin 2018, donc quelques mois avant son décès. Ça dit « Éric, mon ami, mon frère, mon professeur, mon amoureux, tu aurais été un messager de lumière, ne l'oublie jamais. Maintenant, retourne en paix vers la lumière et continue à briller partout où tu iras. » L'année d'avant, ben, son ex, Éric, s'est enlevé la vie. Fait que, tu sais, Nelson, il était pas là, il était pas, tu sais. Puis on s'en est parlé, Nelson, il comprenait pas, tu sais, comment quelqu'un peut s'enlever la vie. Genre, ils étaient magnifiques ensemble, là. C'était... Ouais. J'ai vu des photos des deux, là, puis, tu sais, c'était... Ils faisaient un super beau couple, là, vraiment, ouais, vraiment. Ils étaient vraiment mignons parce qu'ils avaient les deux... en fait, ils faisaient les deux ayahuasca ensemble. Tu sais, il me le disait, là, c'était son meilleur amoureux. C'était the one. Nelson et Éric formaient plus un couple au moment où c'est arrivé. Mais quand même, le suicide récent d'un ex-copain, c'est sûr que ça soulève des nouveaux questionnements à propos de l'état d'esprit de Nelson. Quand j'ai lu ça... Tu sais, comme une personne là, qui connaît pas Nelson, qui connaît rien, j'ai fait « Ah, tu sais, Éric s'est enlevé la vie, peut-être que ça lui a créé un traumatisme, puis qu'ensuite de ça, il est resté avec ça, puis il dealait avec de quoi de ben tough. » Ben non, mais c'est sûr que je l'ai vu, Nelson, avoir de la peine pour le décès d'Éric. Ben oui, avec raison. C'est sûr. Mais en même temps, est-ce que ça peut y avoir enlevé le désir de vivre? Je pense pas. Pas avec le niveau de spiritualité où il en était. Pas avec sa personnalité. Moi, j'y crois pas. Roselyne connaissait pas les circonstances du suicide d'Éric et Pascal non plus. Est-ce qu'il t'en a parlé de... Tu sais, quand Éric est décédé, là... On sait... Il faudrait que je retrouve le message. On s'est juste écrit. Attends, je vais juste chercher son message parce que c'est vraiment une drôle. Ouais, vas-y. Ah oui, j'avais écrit comme un beau message, genre on est triste, on est choqué. Ouais. Il avait répondu « Bon matin, petit pimpon d'amour. Ah, la vie, quelle folie. » Avec un bonhomme qui a une grimace. C'est ça qu'il m'avait répondu. Ah, c'est spécial, hein, pareil. Ouais, fait que ça m'avait comme... J'avais trouvé ça bizarre, mais on dirait que je suis pas capable de... Je suis pas le genre de personne qui essaie de tirer les verres du nez des gens, tu sais. Je voulais pas... Je m'imaginais pas demander comment il était décédé s'il me répond ça. Donc là, je viens de m'ajouter une nouvelle piste. L'ex de Nelson, Éric, s'est enlevé la vie dans des circonstances inconnues, moins d'1 an avant que Nelson s'enlève supposément lui-même la vie. Donc ça, c'en est un trauma potentiel. Aussi, je repense souvent à la note qui a été retrouvée après le décès de Nelson, qui disait « Je t'aime, je suis désolé, pardonne-moi ». À qui Nelson s'adressait en écrivant ça? Est-ce qu'il pourrait y avoir un lien? Comme on l'a vu dans l'épisode précédent, une grande question qui reste en suspens à propos du décès de Nelson, c'est est-ce qu'il était en détresse et qu'il s'est enlevé la vie de façon délibérée? Ou encore, est-ce que c'était un acte commis sous l'effet d'hallucination causé par l'ayahuasca? Pour le moment, il y a des informations qui peuvent pointer dans un sens comme dans l'autre.
Et puis, j'ai pas le choix de tenir compte de toutes les hypothèses possibles et de toutes les informations qui se présentent à moi, même si les amis de Nelson croient pas à la possibilité d'un suicide. Tu sais, que ça soit un suicide, pour vrai, même si j'ai pas parlé énormément dans la dernière nuit, ce gars-là, il vivait pour la vie, tu sais, il cherchait. Ben après, tu me dis, il y a des gens qui ont dit que le départ d'Éric l'a vraiment affecté, évidemment, parce que moi, j'avais pas tant senti dans son message. Donc. Mais pour vrai, ça passe pas avec moi, genre, qui se fait suicider, tout ça. Il me semble, genre, totalement improbable. Et là, j'ai appris encore une autre information. Mais celle-là, je sais pas du tout quoi en faire à ce stade-ci. Je sais que, en tout cas, quand il était à son dernier voyage, là, au Pérou, il a voulu quitter à la fin. Il voulait pas rester, devait rester plus longtemps, puis il a décidé de revenir prématurément, là, avant la fin de son contrat là-bas là, d'assistant, je sais pas trop, là, d'accompagnateur. Il y avait probablement des choses qui le fatiguaient là-bas, qui étaient pas en harmonie avec sa recherche de pureté. Donc, quand tu parles de son deuxième voyage, c'est le voyage... C'est le... Ben oui, parce que je sais pas si ça t'étais au courant, mais juste avant, peu de temps avant son accident, il avait acheté son billet de retour, il avait dit qu'il restait pas là-bas. Puis il avait son billet de retour, là, il devait revenir, je pense que c'était comme une semaine ou deux après, là. Est-ce qu'une personne qui a l'intention de s'enlever la vie s'achèterait un billet de retour? Peut-être que oui, dans le fond, si son geste n'était pas prémédité. Ou encore, peut-être que quelque chose d'imprévu s'est passé là-bas avant son départ. C'est de savoir qu'il est parti dans une situation qui est nébuleuse. Comme, je pense que c'est ça le pire, en fait, de pas savoir la vérité. Dans le prochain épisode de Dérive Ayahuasca, je me mets à jour sur la science et l'histoire des substances hallucinogènes et je fais la connaissance des psychonautes, les voyageurs de l'esprit. On va redécouvrir les champignons, l'ayahuasca, et ça va susciter énormément d'intérêt côté scientifique. Ça peut être des choses qui font apparaître des réalités qui n'existent pas. Donc, l'individu va voir des monstres ou ces choses-là. Mon dernier trip, qui était du 5e DMT, qui venait d'une espèce de crapaud, que plusieurs espèces de crapauds grenouilles ont. Moi, je vois bien que les scientifiques sont des dangereux clowns qui mettent en danger la race humaine avec leurs hypothèses farfelues. Écoutez les meilleurs balados sur l'application Radio-Canada Audio.